Oui, donc bonjour à tous. Merci à l'ADTEM et à Marc Giget de nous accueillir. Je vais vous expliquer ce que c'est que le marketing cities. Peut-être juste avant vous dire quelques mots sur Veolia. Parce que Veolia, c'est une entreprise en B2B, à la différence des premiers interlocuteurs qui étaient B2C. Donc l'approche du marketing est assez différente, évidemment. Veolia a un périmètre qui a beaucoup évolué ces derniers mois, donc c'est important de faire une petite mise au point pour éviter les ambiguïtés. Donc je vous dirai juste quelques mots de Veolia, l'émission du marketing avec le focus sur le marketing cities que je vous expliquerai à ce moment-là si vous voulez bien patienter. Et puis ensuite, on parlera de l'organisation de l'innovation et son articulation avec le marketing qui est le cœur du sujet aujourd'hui. Veolia, en quelques chiffres. Donc Veolia, c'est aujourd'hui 200 000 personnes sur les 5 continents, 22 milliards de chiffre d'affaires, avec comme mission essentielle, c'est la gestion optimisée des ressources. Donc les ressources essentielles, l'eau, l'énergie, les matières premières, à travers notamment le traitement et la valorisation des déchets. Et donc nous sommes organisés pour servir nos clients industriels et les villes et les habitants. Et donc, nous avons adopté une nouvelle organisation au niveau corporate très récemment, qui date du mois de septembre. Et donc, en fait, ce qu'on appelle cities, c'est en fait le regroupement des villes, donc les clients publics et les habitants, puisqu'on est traditionnellement sur le B2B. Les habitants, on les approche peu en direct, mais néanmoins, notamment pour un certain nombre de sujets qui ont été évoqués par les prédécesseurs, avec la question de la data, etc. Évidemment, on se rapproche de plus en plus des utilisateurs finaux de nos services, parce que, comme ça a été dit par je ne sais pas qui, sinon on ne sera plus que des fournisseurs et on ne sera plus leader dans les relations commerciales. Donc cities, c'est ce qui regroupe villes, activités tertiaires et les habitants. Donc nos services, c'est production d'eau potable, traitement d'eau potable et un peu de production d'énergie et surtout d'efficacité énergétique avec des partenariats aussi, notamment avec Schneider, et puis traitement et valorisation des déchets. Donc les tonnages sont assez significatifs puisqu'on est leader mondial sur la plupart de nos métiers, mais il faut bien voir qu'à l'échelle du globe, c'est une goutte d'eau puisque on ne dessert que 1% de la population mondiale en assainissement, par exemple. Donc, il y a encore une marge de progression assez colossale. Je peux vous expliquer un petit peu plus ce qu'on fait en matière de développement de l'accès aux ressources, préserver les ressources et renouveler les ressources, parce que c'est ça qui drive énormément nos activités de recherche et d'innovation derrière. Par exemple, créer des ressources secondaires, ça va être valoriser la fraction énergétique des déchets pour en faire des combustibles. Donc ça nécessite évidemment derrière pas mal de R&D pour éviter que ces combustibles n'encrassent les cheminées des utilisateurs industriels. Optimiser l'usage des ressources, ça peut être par exemple à travers le reuse, qui consiste à injecter de l'eau traitée post-traitement dans des nappes d'eau, notamment pour faire reculer ce qu'on appelle le biseau-salin, c'est-à-dire l'entrée de l'eau de mer dans les nappes phréatiques, et donc qui impacte la potabilité de l'eau et donc l'usage de l'eau à terme. Donc, c'est juste pour vous donner quelques exemples, pour que vous compreniez que derrière nos métiers, il y a évidemment beaucoup même si on était dans un métier de service, il y a beaucoup de technologies derrière, et c'est un petit peu le paradoxe de notre organisation aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en termes d'organisation, justement, on a un marketing qui est extrêmement dérisoire. On a des équipes minuscules et le gros des troupes est surtout dans la partie recherche et innovation. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'activités qui, peut-être dans une autre entreprise, seraient gérées par la partie marketing, mais qui, chez nous, sont de fait portées par la recherche et l'innovation. Donc ça, je trouve que c'est important de vous expliquer ça en termes de fonctionnement.
Donc là, c'est juste un mapping qui vous présente l'ensemble de nos offres. Évidemment, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ça vous permet de comprendre qu'on est un petit peu partout dans le monde et sur les territoires, puisque les ressources et l'usage, les services essentiels concernent tout le monde et toutes les industries, avec des interférences et notamment à travers l'économie circulaire, des flux qui peuvent réapprovisionner entre différentes industries, entre industries et territoires. Alors, quand on parle du marketing pour les cities, donc comme je disais, les habitants, les villes et le tertiaire, on fait face à un certain nombre de tendances qui sont des choses connues de tous, mais qui impactent très significativement notre activité, notamment l'accroissement de la population, puisque nous, on est plutôt dans des services urbains, donc l'urbanisation des populations, ça impacte la façon dont on va organiser nos services, qui sont beaucoup en réseau, des réseaux d'eau, des réseaux de chaleur. Le changement climatique, aussi, puisque ça peut conduire d'une part à des catastrophes comme on en a vu, donc on doit travailler sur la résilience de nos infrastructures, notre capacité à agir aussi dans des situations d'urgence pour faire face à des crises. Le changement de comportement du consommateur qui a été évoqué par un certain nombre d'orateurs précédents, avec des attentes de plus en plus fortes, ça c'est un changement très important pour nous, puisque, comme je disais, jusqu'à présent, le consommateur final, on l'ignorait, on ne le connaissait pas, on ne connaissait que les municipalités à qui on vend de l'eau ou chez qui on ramasse les déchets. On voit bien qu'aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus averti, il y a un besoin de transparence. Donc, c'est tout ça, ces éléments-là qui nous conduisent à développer des solutions en relation plus directe avec eux. Et puis, il y a des changements économiques majeurs. On est un métier qui est très tributaire, notamment des réglementations qui existent dans les différents pays. On est tributaire de la capacité économique des clients in fine, puisque les villes, pour pouvoir externaliser les services et apporter des services modernes d'infrastructures d'eau et traitement des déchets, il faut qu'elles aient un niveau de maturité économique suffisant. Donc, les changements économiques sont évidemment un driver important pour nous. Enfin, un dernier driver important pour nos marchés, c'est la compétition entre les territoires. Cette compétition conduit à ce qu'il y ait besoin d'attirer, pour eux, il y a besoin d'attirer des talents des entreprises et qui, du coup, va se traduire par un niveau plus élevé d'infrastructures et de services. Et donc là, un besoin d'innovation et de se démarquer vis-à-vis d'autres grandes villes pour être leader dans son domaine. On le voit bien, vous avez pratiquement tous les jours une ville qui revendique d'être la plus verte, la plus ceci, la plus cela. Et tout ça, toutes ces revendications de villes vertes, par exemple, ça a évidemment des incidences sur nos métiers et sur les attentes qu'elles ont pour nous. Donc justement, les attentes des villes face à ces drivers du marché, c'est un certain niveau de services urbains, c'est d'améliorer la qualité de vie pour les habitants, c'est de contribuer à la prospérité économique de leur territoire et c'est d'assurer un certain nombre d'être transparent dans l'information qu'on peut délivrer aux utilisateurs et aussi vis-à-vis de nos clients municipaux qui sont de plus en plus, on va dire, aware des technologies et de la réalité de notre activité. Donc, on se doit d'être transparent pour qu'elles puissent comprendre leur acte d'achat quand elles nous choisissent. Alors là-dedans, le marketing, on s'est complètement restructuré très récemment. Comme je disais, c'est des équipes qui sont très petites, avec un métier qui est très jeune dans le groupe, puisque une équipe marketing corporate n'existe que depuis 18 mois. Donc c'est une naissance qui est difficile parce que culturellement c'est pas du tout dans l'esprit du groupe.
On a toujours d'ailleurs des fonctions plutôt Marcom au niveau des pays, des régions, donc qui sont plus dans une logique communication, de plaquettes, enfin d'affichage. En revanche, une réflexion de marketing stratégique au niveau central, c'est très nouveau. Donc ça, 18 mois à peine, avec des organisations qui ont du mal à se stabiliser et des réorganisations assez récurrentes, puisqu'on en est à la 3e en 18 mois. À l'intérieur du marketing. Enfin, oui, sur tout ce qui est marketing stratégique, oui, exactement. Et l'équipe est de combien ? Comment ? Alors, au total, au niveau entre marketing, stratégie et business intelligence, on est une 40aine de personnes. Sur le marketing pur, sachant que toutes les études de marché sont plutôt faites par la business intelligence, enfin, achetées et pilotées par la business intelligence, qui sont une 15aine de personnes. Le marketing, on n'est pas plus de 12. Pour un groupe de 200 000 personnes. Donc, il faut avoir les épaules un peu larges pour faire face. Donc, en fait, les missions essentielles quand on est un petit poids face à un tel mastodonte, les axes principaux qui ont été retenus, c'est surtout de pouvoir partager les bonnes pratiques qui existent. C'est-à-dire, l'intelligence, elle existe déjà, les bonnes idées, les bonnes relations commerciales, elles existent. Donc notre job, c'est d'essayer de les identifier et de les capitaliser pour les partager. Parce que, comme on est un groupe extrêmement décentralisé, ce qui se fait dans un pays n'est pas forcément partagé dans l'autre. Donc il y a vraiment une grosse problématique de partage des bonnes pratiques. Donc, du coup, on a mis en place tout un dispositif de description de nos offres, d'études de marché, pour pouvoir capitaliser ce savoir-faire. Et puis, qui dit partage, il y a évidemment la mise en forme de nos offres, mais il y a aussi tout ce qui a été évoqué précédemment, la problématique du business model. Donc moi, je travaille beaucoup sur cet aspect-là, c'est-à-dire repérer des business models qui ont été innovants, qui ont été développés par une entité du groupe quelque part dans le monde et d'essayer, entre guillemets, de l'industrialiser, en tout cas de voir dans quelle mesure on peut la transposer dans d'autres régions du monde et sur d'autres business lines. Donc ça, c'est un aspect important du travail. Le gros travail qu'on fait, donc comme je disais, c'est de structurer le savoir-faire qu'on a décomposé. Voilà la R&D qui arrive, donc c'est parfait. Donc le gros du travail, c'est de structurer notre savoir-faire avec donc ce qu'on appelle les core offers, qui sont vraiment le cœur de savoir-faire, et puis un certain nombre de ce qu'on appelle des boosters, c'est-à-dire des propositions qui peuvent enrichir nos offres. Donc soit des services qui peuvent être vendus séparément, mais qui peuvent être enrichissants, soit des ajouts et notamment des innovations. Et l'approche qu'on a développée, c'est que nous, au niveau central, donc on capitalise ce savoir. Ensuite, c'est ce que j'appelle le jeu des 7 familles, c'est-à-dire par ligne de métier, on a l'offre, le cœur de métier, on a les différents boosters, les innovations, on a les références aussi de ce qui se passe dans le monde pour que les uns et les autres sachent où aller et frapper à quelle porte pour voir ce qui se passe. On met à disposition ce jeu des 7 familles auprès des BU, et ensuite, c'est la deuxième colonne. Chacun fait son marché en fonction des spécificités de son marché, puisque, évidemment, il y a des différences colossales. Bonjour Sandrine, donc Sandrine Auberti, directrice de programme Sustainable Cities de la partie recherche. Donc je disais, ensuite, l'idée c'est qu'on met à disposition les cartes et chaque pays, chaque BU fait son marché en fonction de ses spécificités de marché réglementaires, de la maturité, des capacités financières, évidemment, parce qu'une ville en Inde et une ville aux États-Unis, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Donc chacun fait son marché et prend dans le panel de ce qu'on leur offre ce qui leur est utile. Merci. Alors, presque. Alors, donc, justement, c'était pour faire la transition. Donc, effectivement, l'aspect innovation est évidemment un des éléments que l'on met en avant, puisque un des enjeux,
c'est aussi de mieux valoriser tout le travail absolument formidable qui est fait par les équipes de R&D que Sandrine représente aujourd'hui, et les faire mieux connaître et mieux diffuser auprès de nos BU. Donc, les innovations seront intégrées dans notre jeu des 7 familles pour être diffusées auprès des BU. Alors justement, ça arrive pile, donc Sandrine va juste vous expliquer en quelques minutes comment est organisée l'innovation et son articulation avec le marketing, juste pour qu'elle reprenne ses esprits. La réorganisation aussi côté innovation est très récente, puisqu'on a un nouveau directeur de l'innovation qui est arrivé cet été. Donc là, on va vous parler de ce qui est opérationnel aujourd'hui, avec un poids qui est très important de meilleure articulation avec innovation et business et marketing. Mais il y a encore plein d'autres projets et d'idées qu'on a pour encore améliorer cette fusion, mais donc on ne peut pas évoquer aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas encore validées. Voilà, je te cède la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous donner quelques informations sur effectivement comment sont managés les projets de recherche en termes d'innovation au sein de Veolia Recherche Innovation, avec effectivement quelques éléments de structuration de notre processus, où on essaye effectivement de mettre de plus en plus de marketing et d'impact business dans nos projets de recherche. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Alors, celle-là, voilà. Alors, au sujet donc de la présentation de la recherche sur une vue globale de la recherche et de notre capacité d'innovation. Faut savoir qu'on a donc 900 experts dans le monde qui sont répartis dans différentes centres de recherche qui souvent ont des spécialités qui sont liées à des contextes locaux. Par exemple, à Berlin, on avait un centre de recherche très lié à la réutilisation de l'eau parce que c'était une problématique sur Berlin avec un cycle de l'eau très très court. Donc des spécificités en fonction de recherche en fonction des pays et surtout donc beaucoup d'installations pilotes sur lesquelles on peut faire tourner en grandeur réelle finalement nos travaux avant des étapes de déploiement plus larges. Donc effectivement, dans ce processus innovation, on essaye d'avoir des implémentations un peu partout dans le monde. Maintenant, on a mis en place un nouveau procédé aussi, enfin une nouvelle façon de s'ouvrir sur l'innovation et de capter la valeur qu'il peut y avoir partout dans le monde à travers un programme qu'on a mis en place qui s'appelle le Veolia Innovation Accelerator. L'idée, c'est de détecter vraiment et les bonnes idées et surtout les produits ou les développements qui sont produits au niveau de certaines startups et de pouvoir les connecter avec la recherche de Veolia pour, je dirais, les diffuser et enrichir aussi bien nos programmes de recherche qu'éventuellement des prestations concrètes au niveau des opérateurs. Et donc, on a également au niveau de notre nouvelle gouvernance, au niveau de la recherche, essayé de mettre en place un processus d'interaction et d'innovation avec nos zones, hein, puisque Veolia a été divisé en plusieurs zones dans le monde, avec des interlocuteurs qui ont été affectés à ça pour vraiment faciliter le déploiement des innovations. Il y a encore aussi beaucoup de recherche qui est faite en France et l'idée c'est d'accélérer le déploiement de nos innovations de par le monde. Donc concrètement, l'Open Innovation s'inscrit aussi dans cette démarche de pouvoir prendre, je dirais, des démarches innovantes et de pouvoir les dupliquer ou les adapter à des problématiques de nos métiers. L'idée, c'est d'aller vraiment prendre des innovations dans des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément les nôtres et de voir comment on peut les adapter à des problématiques plus
spécifiques à nos métiers. Donc effectivement, c'est un peu l'objectif de ce modèle VIA, c'est vraiment d'aller prendre des idées au niveau de start-up, etc., de fédérer des consortiums avec des universités, des start-up, et d'essayer d'être dans une relation un peu gagnant-gagnant au niveau de nos projets, en s'appuyant vraiment sur des initiatives plutôt locales. Voilà. Donc c'est un petit peu le but de ce challenge VIA. Alors en interne, par exemple, on peut ouvrir des challenges sur certaines problématiques d'innovation où on cherche justement des solutions. Et grâce à cette démarche d'open innovation, d'aller chercher dans des bases de données, dans des relations avec les universitaires, avec des startups, d'essayer de trouver des idées qui vont faire germer des nouveaux projets de recherche et des nouvelles innovations. Donc c'est un partenariat, on essaye de s'ouvrir au maximum sur l'extérieur. Alors en ce qui concerne les projets de recherche et plus spécifiquement l'organisation des processus de recherche et des projets au sein de la recherche, nous avons des projets qu'on appelle incubateurs qui sont donc destinés à incuber de nouvelles idées qui ne sont pas encore forcément fléchées pour des applications business bien précises, qui peuvent être transversaux par rapport à toutes les activités de Veolia. Donc là, on va aller tester des nouvelles méthodologies qui ne vont pas être forcément pour les déchets, pour l'eau ou pour l'énergie, mais qui vont, dans un premier temps, être susceptibles de s'appliquer à ces 3 secteurs d'activité pour finalement en tester un petit peu le concept. C'est la première étape dans le TRL, c'est de voir, de défricher un petit peu en amont ces méthodologies. Ça peut être également d'aller tester ce qu'on appelle en recherche en coup de sonde, c'est-à-dire d'aller faire un petit essai comme ça assez rapide sur une technologie qu'on a repérée par l'open innovation, par exemple, et qui nous paraît intéressante, et d'avoir un petit peu de flexibilité, de budget de recherche pour vraiment aller tester ça. Et puis également, il y a un objectif à ces projets incubateurs, c'est aussi d'avoir la vocation à identifier sur des nouveaux sujets les développements de compétences qui vont être requises pour la recherche. Par exemple, il y a 3-4 ans, on a ouvert dans le projet incubateur quelque chose qui s'appelait X-Data, c'est-à-dire essayer de voir comment on peut faire de la valeur en essayant de matcher plusieurs datas de provenance différentes, publiques, privées, pour en faire de la création de valeur dans des services de Veolia. Eh bien, avant que ça vienne dans un projet de recherche concret chez Veolia, appliqué à une business unit bien précise, au tout premier, à la première genèse, ça a été incubé comme une idée dans l'incubateur, parce qu'on voyait bien dans la bibliographie que des choses bougeaient beaucoup sur ces thématiques-là. Et d'ailleurs, très récemment, il y a eu un communiqué de presse de Laurent Auguste sur une collaboration avec IBM. Donc ça rejoint tout à fait ces problématiques du X-Data. Alors après, plus spécifiquement sur les projets de recherche, la recherche de Véry est organisée en 2 axes. Il y a un axe expertise avec des projets incubateurs dont je vous ai parlé, et puis après il y a un axe qu'on appelle programme, où il y a vraiment les projets de recherche destinés, je dirais, à nos business units. Et il y a un nouveau processus de sélection des projets, justement, qui essaye de remettre au cœur des critères de sélection des projets, des critères, on va dire, objectifs, transparents et qui soient partagés par tous, et qui font largement intervenir, on va dire, des aspects de stratégie, d'enjeux et d'impact marketing et business, puisque évidemment, comme vous pouvez le voir, on va prendre en compte la création de valeur que va apporter ce projet avant de le démarrer. Et ça, c'est finalement un critère, ça va faire partie des critères discriminants. On met des petits codes couleurs rouge, orange, vert pour essayer de mettre un peu de quantifier ces critères au niveau du montage des projets. Par exemple, les projets, tout nouveau projet commence par une idée qui peut venir
de différentes sources, de l'open innovation, de demandes de nos business units, d'un opérateur, d'un client. Et elle est instruite à travers d'un processus qui est le pré-projet. C'est-à-dire qu'avant de se lancer tête baissée dans des projets de recherche, on instruit ce pré-projet, et ce pré-projet comprend une phase de faisabilité technique, mais surtout une phase d'enjeux économiques qu'il faut quantifier, notamment est-ce que c'est aligné avec la stratégie du groupe, est-ce qu'on a déterminé la création de valeur avec les bits que ça peut rapporter pour Veolia, voilà. Donc, et l'attractivité avec donc les business drivers qui sont associés, ou les boosters, comme a pu en parler Elisabeth, sur quel finalement credo cette innovation va pouvoir être valorisée pour les clients finaux. Je finalise donc pour le dernier slide. Donc effectivement, dans nos critères de sélection, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est finalement les bits que va rapporter le déploiement de ces innovations 5 ans à l'issue du déploiement de cette innovation, de manière à chiffrer la création de valeur pour les business units et du groupe Veolia. Également, on va déterminer, je vous disais, l'attractivité. Donc l'attractivité va être regardée au niveau de différents indicateurs, qui sont les indicateurs de développement durable, de critères réglementaires également, de barrières en termes d'innovation, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on va créer finalement va pouvoir on va se faire rattraper très rapidement, ou finalement la longueur d'avance que l'on a, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans. Donc ça, c'est critère de barrière d'entrée et aussi un critère d'évaluation dans nos projets de recherche. Et aussi au niveau du payback, donc là c'est le ratio entre finalement les bits qu'on aura évalués, préévalués, et puis le coût total des projets de recherche et de l'industrialisation nécessaires à développer cette innovation. Et donc ces critères d'évaluation permettent de prioriser les projets de recherche et de prioriser selon ceux qui font le plus de création de valeur pour le groupe Veolia. Donc pour illustrer le fait que finalement ces projets sont vraiment évalués selon des critères de sélection liés, on va dire, au business, on vient de mettre en place dans notre procédure interne, même si c'était, je dirais, déjà observé de manière un peu diffuse, en tout cas là maintenant c'est systématisé avec l'utilisation du business model Canvas, que je pense qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui connaissent autour de la table. Donc, et on n'a plus forcément beaucoup de temps pour le décrire. Mais voilà, l'essentiel, c'est que c'est un document assez synthétique en une page qui permet vraiment de voir la création de valeur et comment on va déployer cette innovation, qui va l'apporter, quel business unit, par quelle voie de channel, donc de déploiement on va déployer cette innovation, quels vont être les revenus que va avoir Veolia avec cette innovation, quel est le coût qu'elle a coûté, de qui on a besoin pour faire ce projet de recherche et quelle est la proposition de valeur qu'on apporte au client final. Donc ce business model Canva permet vraiment de montrer la création de valeur et de se mettre en lien avec les équipes de marketing pour faire vraiment du marketing de l'innovation. Ce document, c'est vraiment la synthèse de notre pré-projet, et tant qu'on n'a pas ça de fait, on ne lance pas des essais de recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup.